Vous le savez autant que moi, Internet est un outil extraordinaire qui est de plus en plus utilisé et à tous les âges. Sur cette chaîne, on commence à avoir l'habitude de parler de sujets assez sombres, notamment venant de YouTube. On a parlé plusieurs fois de l'accès à Internet aux plus jeunes et de ce sur quoi ils pourraient tomber. Sauf que le problème principal, c'est pas de savoir sur quoi ils pourraient tomber, mais ce sur quoi ils sont peut-être déjà tombés, et ce, sans que vous le sachiez. Vous pensiez que leur donner accès à Internet était une bonne chose, mais vous n'avez peut-être jamais su à quel prix. Dans cette vidéo, nous allons creuser dans ce terrier de lapin quasi infini que sont les vidéos pour enfants. Et je ne parle pas de simples vlogs postés par une famille lambda sur Internet, non. On va s'attaquer à bien pire. Et vous n'êtes clairement pas prêts. Bienvenue dans les archives régaliennes. On va remonter un peu le temps pour vous raconter une histoire que vous connaissez peut-être. Nous sommes le 14 février 2005 et trois gars, Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, d'anciens employés de chez PayPal, ouvrent un petit site internet indépendant qui va rapidement prendre de l'ampleur. Ce site, il s'appelle YouTube et c'est le site grâce auquel vous regardez cette vidéo. Dès les débuts de celui-ci, les gens qui y avaient accès aimaient bien créer toutes sortes de trucs divers et variés. On avait des vlogs, des clips, des vidéos sur des jeux au pif, tout ça. La majorité des gens qui allaient sur YouTube étaient des adultes ou même des personnes âgées qui aimaient perdre leur temps en regardant tout et n'importe quoi. Mais très vite, une nouvelle tranche d'âge a rejoint le site, les enfants. S'ils sont venus rapidement sur la plateforme, c'est aussi surtout parce que beaucoup de chaînes adaptées à eux se sont accumulées avec le temps. Et une grande partie d'entre elles étaient gérées par des adultes qui savaient ce qu'ils faisaient et qui chantaient des comptines, leur apprenaient des mots, etc. C'était la période calme et tranquille de YouTube. Justement, à cette époque, personne n'allait soupçonner l'influence que le site allait avoir dans le monde du divertissement et du partage de contenu. On n'avait même pas encore les grosses chaînes comme PewDiePie, Joueur du Grenier, etc. C'était les balbutiements de quelque chose de dantesque. Et c'était tellement rudimentaire dans le passé qu'on devait utiliser le plugin Adobe Flash pour aller sur YouTube, qui n'existe plus. Vous savez, le truc grâce auquel on pouvait jouer aux jeux Flash sur les ordinateurs du CDI? Ouais, ça date. On avait carrément des endroits où on pouvait voir des vidéos vues récemment dans la seconde, et on pouvait même voir des tags populaires à la manière des TT sur Twitter, avec des mots comme Illuminati ou Reptilian. C'était aussi le début des grosses vidéos théories du complot avec la musique de Requiem for a Dream. La plupart des contenus les plus visionnés, c'était des clips musicaux ou des rediffusions d'émissions populaires aux États-Unis. Ah, et des vidéos de chats aussi. Beaucoup de vidéos de chats. C'était littéralement l'avènement des premières grosses chaînes de la plateforme. Smosh, Ray William Johnson, celui qui a inspiré What the Cut, Lonely Girl 15, dont on reparlera peut-être un jour. Enfin bref, c'était majoritairement américain, étant donné que YouTube n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Mais petit à petit, on pouvait trouver beaucoup de chaînes sorties de nulle part, détourner des épisodes de dessins animés pour en faire des montages d'horreur ou d'humour très noir. C'est d'ailleurs toujours d'actualité. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont appelés YouTube Poop, mais à l'époque, c'était des anomalies. Trop facilement accessibles aux enfants, ça n'avait pas sa place ici. Alors la modération du site a décidé d'alourdir un peu plus les règles, parce qu'on pouvait déjà voir beaucoup de contenu qui n'avait rien à faire sur le site apparaître. Donc fallait bien des gens pour s'en occuper. Sauf que le problème, c'est que YouTube est devenu rapidement tellement vaste que c'était impossible de gérer des dizaines voire centaines de vidéos chaque minute. Alors beaucoup d'entre elles sont passées entre les mailles du filet et elles se sont multipliées avec le temps, car YouTube est très vite devenu l'un des sites les plus visités d'internet. Beaucoup d'entre elles qui constituaient ces racines ont pu être supprimées ou enfouies, mais d'autres ont été archivées à travers le net. Quelle horreur, nounours! Range ta bite! Oh, mais gros tas! C'est ce qui nous amène au YouTube que nous connaissons aujourd'hui, une plateforme qui se veut adaptée à tous, mais qui cache beaucoup de secrets sombres et malsains, que ce soit pour nous, mais aussi et surtout pour nos enfants. Vous le savez peut-être, mais ce genre de vidéo que vous voyez à l'écran a toujours existé, et malgré le fait qu'elle soit faite par des adultes et pour des adultes, ça n'empêchait pas les enfants d'aller la voir. Alors même s'ils n'ont pas le recul ni l'âge de comprendre quoi que ce soit, ils voient très clairement des personnages de leur enfance se faire tabasser, tuer, voire même pire. Mais on peut dire que c'est le côté assez soft des vidéos mettant en scène des personnages reconnaissables par des enfants, parce que croyez-moi, il y a tellement pire. On va prendre un exemple qui date un petit peu, mais qui parlera à certaines personnes. Nous sommes en 2016 et bienvenue sur la chaîne de Toy Monster, l'une des très nombreuses chaînes qui mettent en scène les personnages de la Reine des Neiges et de Spider-Man. Si vous connaissez pas le sujet, vous allez me dire qu'il n'y a rien d'alarmant, que tout va bien, mais laissez-moi développer un petit peu. Sur cette chaîne aujourd'hui supprimée, on pouvait retrouver des vidéos qui engrangeaient déjà à l'époque des millions et des millions de vues. Déjà parce que les personnages qui y apparaissaient étaient connus des enfants, mais aussi parce qu'il n'y avait aucun dialogue, aucune voix, donc tous les enfants du monde pouvaient comprendre ce qu'ils voyaient. C'est là que ça devient facile de créer du contenu qui brasse un max de fric tout en réalisant tout et n'importe quoi tant qu'on voyait Batman et la Reine des Neiges s'embrasser. Vous l'avez compris, ces vidéos n'étaient plus faites pour atteindre une audience adulte, mais pour attirer l'œil d'un maximum d'enfants possible. Sans vouloir tourner autour du pot, les scénarios étaient bateaux, bêtes et parfois même perturbants. Pour le coup, c'était vraiment pas éducatif ou pédagogique. Les vidéos étaient courtes, ça dépassait rarement les 3 minutes pour qu'elles restent addictives aux yeux des gosses qui tombaient dessus, et aussi pour avoir le temps de réaliser à la chaîne. Avec des miniatures racoleuses et des musiques qui effets audio toutes les 2 secondes, les enfants en étaient accros. Les gens qui géraient la chaîne avaient trouvé la recette idéale pour produire du contenu rapidement et sans arrêt, tout en engendrant un maximum de profit dans le dos des enfants qui n'ont absolument pas conscience ni recul sur ce qu'ils regardent. Je pourrais m'y attarder pendant
pendant des heures, mais les messages réducteurs, sexistes, grossophobes et discriminatoires étaient très récurrents dans leurs vidéos, alors qu'ils ne sont même pas forcément nécessaires à l'avancée de leurs histoires. Par exemple, si tu voyais une femme dans l'une d'entre elles, t'étais sûr à 95% qu'un super-héros random allait tourner autour jusqu'à devenir presque flippant. Ça tournait déjà autour du sexe, de l'argent et de la violence dans ce type de contenu. Juste une petite pause pour apporter une petite précision, c'est qu'en fait Webbs and Dairas, donc les gens qui gèrent Toy Monster, leur chaîne était assez soft en soi, c'était juste les chaînes similaires qui traitaient de sujets qui étaient vraiment plus vénères. Du coup, ce que je dis là ne concerne pas totalement Toy Monster, mais plutôt les chaînes qui y ressemblent, qui elles sont beaucoup plus cheloues. Et le détail à ne surtout pas oublier, c'est que les personnes derrière tout ça étaient au courant de la tranche d'âge de leur communauté, mais ça ne les empêchait absolument pas de continuer sur cette lancée. Et c'est cette recette qui inspira beaucoup d'autres chaînes YouTube à se développer sur la plateforme, en reprenant les mêmes concepts, les mêmes musiques, les mêmes personnages, scénarios, etc. Des dessins animés, des séries, des animations, tout y passait, sans exception. Sauf que parmi toutes les personnes qui produisaient ce genre de contenu, il y en avait toujours quelques-unes qui en profitaient pour créer quelque chose de pire. Je m'explique. Réaliser des vidéos bizarres sans queue ni tête, ça à la portée de tout le monde, mais c'est encore mieux si on peut faire passer des bons messages au travers d'elles. En l'occurrence ici, c'est pas le cas, pas du tout même. Mais il y a pire que faire passer des mauvais messages aux plus jeunes, leur inculquer des comportements problématiques. Pour mieux comprendre le danger de ces vidéos et l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'esprit des jeunes, il faut comprendre comment est-ce qu'un enfant se développe, comment est-ce qu'il pense, agit et réfléchit en fonction de son environnement. Pour ça, on va employer du jargon de cours de SES, donc si vous êtes allé au lycée, vous comprendrez de quoi je parle. Cette parenthèse sera certes pas mal dense en informations, mais elle est nécessaire si on veut pouvoir développer et comprendre nos propos. Ok. Dès leur naissance, les enfants se développent socialement et créent ce qu'on appelle la socialisation primaire. En tout premier, ce sont les parents qui y participent, puis ensuite l'école, où ils apprennent des choses et forment leur premier groupe de pairs, ou d'amis si vous préférez. Tout ça, ce sont les instances de socialisation, et c'est en majorité ce qui éduque un enfant et ce qui lui apprend comment se tenir, communiquer et vivre en société. Si vous connaissez les enfants, vous savez pertinemment que toutes leurs instances ne sont pas les mêmes, et que chaque école, chaque famille est différente. À cela, rajoutez une nouvelle notion de SES. Ouais, ça fait beaucoup, je sais. Les modes de socialisation d'un enfant. Pour faire bref, un enfant ne fait pas qu'apprendre d'une seule manière, il fonctionne par inculcation, par interaction et par imprégnation. L'inculcation, selon le sociologue Emily Durkheim, est la transmission volontaire et méthodique de valeurs et de normes. Par exemple, un enfant félicité par son professeur parce qu'il a fait ses devoirs, ou dont les parents lui ont offert un cadeau car il a été sage, sinon une punition s'il a pas respecté les règles qu'on lui a imposées, ce sont des manières d'éduquer un enfant par inculcation. C'est avec ce système d'action-récompense que celui-ci développe sa façon d'agir en société. Puis, la socialisation par imprégnation. C'est quand un individu, dans ce cas un enfant, développe sa manière de se tenir moralement et pourtant inconsciemment avec autrui. Si dès son plus jeune âge, vous l'initiez aux jeux vidéo, il va inconsciemment vivre avec le sentiment que les jeux vidéo sont importants et il s'en sentira proche pour la grande partie de son enfance. C'est pas seulement une question de goût, c'est aussi, par exemple, des réflexes inconscients de respect des règles. Si vous demandez à un enfant de s'asseoir chaque fois qu'il entre dans une classe d'école, il le fera au début parce que vous lui avez demandé, puis il le transformera en réflexe simple qui le suivra comme une valeur simple de la vie en société. Et enfin, la socialisation par interaction, ou comme d'autres le disent, par imitation. C'est lorsque l'enfant, en communiquant avec les gens qui l'entourent en imitant leurs gestes, développe sa manière de se comporter. Si les parents de Jean Théophile sont des adeptes du ménage et qu'ils passent beaucoup de temps à les regarder ou à les aider, alors Jean Théophile développera un attrait pour le ménage et sera habitué à le faire tout au long de sa vie si sa manière de vivre à la maison reste la même. C'est pas seulement dans les gestes et dans la famille, c'est aussi dans sa façon de parler, que ce soit avec ses amis ou ses professeurs. Si la cousine adolescente de Jean Théophile se met à fumer devant lui, alors il pensera que c'est peut-être pas si grave de fumer. Et si celui-ci aime beaucoup sa cousine, alors il y a des chances qu'il fasse comme elle plus tard. Pareil, si elle parle de manière franche et crue, il imitera sûrement une partie de son dialecte en lui et rebalancera des expressions ou des mots qu'elle lui a dit, et ce avec son entourage à lui. Voilà, la partie SES est terminée, j'espère que tout est bien compris. Dans une ère où les jeunes sont exposés de plus en plus tôt aux écrans et internet, beaucoup d'entre eux voient cet outil faire partie de leur éducation. Que ce soit au sein d'une sphère primaire ou secondaire, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui mérite donc qu'on l'encadre pour éviter à nos enfants de voir des choses qu'ils ne devraient jamais voir. C'est notre rôle, les aînés et les adultes, de les protéger de ça et de les préserver d'un monde encore trop dangereux qu'on n'arrive toujours pas à bien contenir. C'est un message sur lequel on reviendra plusieurs fois dans la vidéo et qui nous sert un petit peu de ligne directrice pour prendre le recul nécessaire sur les sujets qu'on va analyser aujourd'hui. Maintenant qu'on a toutes ces informations, vous allez bientôt comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont si importantes. Laissez-moi vous parler de la chaîne de Futuristic Hub. Si ça vous dit rien, c'est normal. C'était une chaîne américaine qui publiait pas mal de vidéos mettant en scène des personnages comme Sonic, Bob l'éponge, Steve et Alex de Minecraft, la Reine des Neiges et j'en passe. Des univers que les enfants d'aujourd'hui connaissent tous, étant donné que la grande partie d'entre vous a probablement grandi avec eux aussi. La chaîne était gérée par un certain Brian Martin et était créée en 2012. Pendant des années, elle a pas arrêté de publier et elle se faisait très vite connaître. Parce qu'à cette époque, les animations Minecraft fonctionnaient énormément sur YouTube. Surtout, ça nous changeait des vidéos classiques sans dialogue du type Monster School, qui voulait toucher un maximum de public à travers le monde. On y suivait les aventures de ce personnage dans des vidéos sans aucun lien entre elles, qui racontaient tout et n'importe quoi. Une fois, il est dans Five Nights at Freddy's, l'autre fois, il se retrouve avec Sonic et la Reine des Neiges. Enfin bref, c'est le chaos et on sent vraiment que c'est fait exprès pour que ça fasse un maximum de vues. Au bout d'un moment, la chaîne commence à prendre de plus en plus d'ampleur et c'est là que son gérant, Brian Martin, va commencer à publier de plus en plus de contenu dérangeant. Come on, Elsa, this isn't funny anymore. Unshrink me this instant. Don't you even. You wouldn't dare squish me with your foot. No, no, no. Oh crap! Ah! Il
Il n'y avait aucun doute sur le fait que ces vidéos n'avaient rien à faire sur un site aussi accessible que YouTube, mais rien ne l'a empêché de faire absolument tout et n'importe quoi, même si ça signifie parfois frôler la limite de l'horreur. Fétiche, sexe, violence, gore, rien n'allait. Et pourtant, il continue à faire des millions et des millions de vues. C'était carrément devenu l'une des chaînes d'animation avec le plus d'audience sur la plateforme. Et c'est là qu'on va se poser une question fondamentale, c'est quoi la suite et comment est-ce que cette histoire va s'arrêter? Sachez une chose, tout le monde se révoltait contre lui. Toutes les personnes un tant soit peu conscientes du danger de cette chaîne faisaient de leur mieux pour la faire tomber. On voyait des centaines voire des milliers de commentaires de personnes choquées par le contenu qu'elles voyaient et exprimer leur mécontentement. Mais ça, Brian Martin n'en avait rien à faire. Il profitait justement des dramas qu'il y avait autour de lui parce que ça créait de l'engouement. Et donc, par effet boule de neige, YouTube le mettait encore plus en avant. Et tout ça, c'est parce qu'il a fait un choix très problématique dans sa carrière. Il préfère être détesté de tous au profit de l'argent plutôt que de faire des vidéos simples et ne pas attirer l'attention. Pour appuyer cette information, laissez-moi vous parler brièvement du contenu que Brian faisait sur sa chaîne personnelle, Life in a Tent. C'est là qu'il évacuait toute la haine qu'il avait envers les gens qui se mettaient en travers de son chemin. Tu faisais une vidéo pour le dénoncer? Il répondait quelques jours après en te menaçant de mort et en t'insultant sans pression. Ce gars était un vrai dégénéré, mais c'est ce qu'il a choisi d'être et il ne comptait pas changer ça. Si on remonte même dans le temps à avant cette chaîne YouTube et qu'on fouille pas mal sur internet, on peut redécouvrir des forums sur lesquels il parlait de sa vie perso et de ses expériences, mettant l'accent sur son enfance difficile, harcelé à l'école et abusé par son père. Le souci, c'est qu'il a toujours été virulent et problématique dans sa manière de parler. La quantité de drama qu'il a eu ensuite après son débarquement sur YouTube et certains forums est interminable. Entre menaces de mort ou de doxing, insultes et vidéos problématiques, les problèmes durent encore et toujours pendant des années et Brian, devenu populaire grâce à Futuristic Hub, commence à avoir sa petite équipe pour créer ses vidéos. Mais dans cette petite équipe, on y compte une personne, un enfant de 12 ans, qui aura travaillé sur des vidéos de la chaîne à caractère pornographique. Et on découvrira même plus tard que cet enfant, qui était une fille, est sorti avec Brian Martin, alors qu'il en avait 28. Voilà. Bonne grosse ambiance. Ah, et c'était pas non plus sa première relation avec une mineure, il en parlait même de manière super explicite et franchement dégueu. Et je vais pas lire ses phrases à voix haute, alors je vous laisse tout lire si vous avez le cœur bien accroché. Si je survole beaucoup son histoire, c'est parce que je considère que le sujet est beaucoup trop vaste, et je déconne pas. Je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo de moins 1 heure sur lui, mais c'est pas ce sur quoi on se concentrera aujourd'hui. Alors on le laisse dans un coin, au cas où j'aurais envie de le faire un jour. Dites-vous que ce genre d'histoire, on en verra beaucoup passer sur la plateforme. Peut-être pas concernant des gars aussi dérangés que Brian Martin, mais avec le même type de contenu. Des animations faites sur Minecraft, GTA ou Garry's Mod avec des titres et des miniatures très aguicheuses et souvent explicitement sexuelles, ou des mods sur des jeux comme Minecraft du coup, très adultes et pourtant faciles à rajouter sur le jeu. Parce que oui, la communauté du jeu étant majoritairement jeune à l'époque, on se retrouvait facilement sur ce genre de contenu. Je sais de quoi je parle, j'en avais fait les frais moi-même quand j'avais à peine 10 ans. C'est à ce moment qu'on se repose encore la même question, où est la modération de YouTube? C'est pas qu'elle fait rien, non, pas du tout, c'est juste qu'elle est complètement débordée. Même quelques années après la sortie de YouTube, on pouvait encore voir des milliers, voire des dizaines de milliers de vidéos problématiques sortir chaque semaine. Et comme vous savez qu'on peut pas tout gérer, même quand ça concerne la santé mentale et l'innocence des plus jeunes, il faut trouver une autre solution que seulement supprimer des vidéos à la chaîne inutilement. Alors c'est le 23 février 2015 que la team YouTube ouvrira YouTube Kids. Un choix décisif, ou pas en fait. Parce que le problème restera exactement le même sur les deux plateformes. Certes oui, la modération est beaucoup plus stricte sur YouTube Kids, mais sur le YouTube classique, lui... On reviendra sur le petit frère plus tard, on reste focus sur l'originel. Parce qu'un enfant sur YouTube n'ira jamais voir ses parents lui-même pour leur demander d'installer YouTube Kids. Déjà parce qu'il pourra plus regarder les mêmes choses, et aussi parce qu'à son âge, il a pas du tout conscience du danger d'internet. C'est les parents eux-mêmes qui auront l'initiative de le faire, mais pas partout. Parce que, eux non plus n'ont pas cette conscience-là. Ils ont vécu à une autre époque d'internet, donc tous ces problèmes-là, ils les connaissent pas du tout. Pour eux, passer un écran à un enfant, c'est le meilleur moyen d'être tranquille. Alors, oui, mais si vous suivez cette vidéo, vous savez que c'est une mauvaise idée. Donc YouTube Kids restera une plateforme à part entière et honnêtement trop peu exploitée, quand on voit aujourd'hui la quantité colossale d'enfants qui traînent encore sur des vidéos suggestives aujourd'hui. Les shorts sont un bon exemple, et on en parlera plus tard. Bref, c'est sans problème que YouTube continuera à se démocratiser de plus en plus, suivant le chemin qu'il a toujours parcouru, c'est-à-dire laisser tout le monde partager tout et n'importe quoi. La modération, elle, ne sera pas forcément plus stricte, donc comme j'ai dit il y a 2 minutes, les problèmes resteront les mêmes. Vous avez peut-être l'impression que je survole tout ça comme si c'était rien, et vous avez probablement raison. Tout simplement parce que, encore une fois, ces soucis ont toujours été là, et le sont toujours encore. Vous avez compris, Internet n'a jamais été entièrement lisse, que ce soit sur les plateformes les plus visitées du monde, et encore plus... sur les sites indépendants. Bienvenue sur Newgrounds, un site ouvert en 1995 assez niche en France, mais qui a connu son heure de gloire dans les pays anglophones aux alentours des années 2000 et 2010. C'est un grand espace de partage entre artistes, musiciens et développeurs qui était très axé sur le divertissement facile d'accès entre indépendants. C'est notamment là qu'on a pu voir des créations devenues des légendes comme Salad Fingers, Ena, Friday Night Funkin', les jeux Henry Stickmin, et ça parlera sûrement à pas mal de gens qui font partie des Weird Kids, la série des Madness. C'est une plateforme qui a toujours eu un grand succès et qui réunissait des communautés un peu plus underground qui cherchaient un bon forum où discuter, que ce soit pour
assoiffer leur connaissance ou juste se faire des potes. C'est vrai qu'en France, on en a très peu entendu parler, mais la plupart des weird kids de la génération Z ont de grandes chances d'être déjà passés par ici. Quand t'as un seul site qui réunit audio, vidéo, jeux flash, forums et fanart, forcément ça attire beaucoup de gens. Les groupes de personnes qui interagissaient sur Newgrounds étaient principalement des ados ou des adultes, et c'est vrai qu'on voyait assez peu de personnes âgées. Le site était fait pour attirer des audiences assez jeunes et matures. Mais malheureusement, plus les communautés sont grandes, plus c'est difficile de garder de modération stable. C'est toujours la même recette, plus de gens est égal plus de contenu est égal à plus de créations choquantes, mais plus de gens est égal aussi à plus de très jeunes personnes sur la plateforme. Vous commencez à comprendre, on suit exactement le même chemin que pour YouTube. Au début, tout va bien, mais c'est après que ça déraille. Surtout que la devise de Newgrounds, à l'instar de YouTube avec Broadcast Yourself, diffuse-toi toi-même, c'est everything by everyone, tout et par tout le monde. C'est un site qui a toujours été plus permissif et avant-gardiste que les autres. Il a toujours promu le partage gratuit de créateurs et créatrices indépendants, et il se méfiait de la censure abusive. C'était en soi une safe place pour la plupart des personnes qui voulaient publier leurs travaux, mais aussi une opportunité pour celles qui créaient des choses plus matures. On s'est donc retrouvé avec l'apparition de plus en plus de contenu tendancieux et suggestif. C'est une façon de dire qu'on s'est retrouvé dans une belle grosse masse de porno. Derpixon, Aro, Canary Primary, Anon, les gens qui connaissent ces noms, on vous voit. Puis je vous avoue un truc, mais ça prend vraiment 2 minutes pour créer un compte sur le site et avoir accès à tout ça. Pas de vérification d'âge ou quoi, juste tu cliques sur 2-3 trucs et hop, c'est parti pour la zizi party de Chichi et Goku à Namek. Ah, et aussi à partir du moment où tu désactives les restrictions et que tu te rends dans la section des vidéos les plus vues du site, on se retrouve devant... Attends, non, c'est abusé. Si vous expliquez à quel point c'est facile de se retrouver devant ce genre de choses quand t'as 8 ans et qu'on te donne libre accès à l'ordinateur familial. T'entends parler de Newgrounds, tu crées ton compte, tu bidouilles un petit peu les paramètres et hop, plein de nouveaux traumatismes. Je parle beaucoup de contenu pornographique, mais aussi pas mal de gore. C'est un peu plus modéré, mais même si c'était animé et qu'il y avait souvent un humour assez noir, c'est pas le genre de choses que t'as envie de voir enfin. Légalement, les mineurs en dessous de 17 ans devaient avoir l'accord de leurs parents pour avoir accès au site, mais soyons honnêtes, c'est surtout un bon moyen de se déresponsabiliser quand on voit le peu de modération concernant ce qu'on a aperçu. Newgrounds sait, mais il n'agit pas, que ce soit pour éviter le mécontentement de ses utilisateurs, ou pour ne pas contredire ses principes qui promeut la liberté d'expression et le partage de créations d'artistes indépendants. Et vous savez quel site a connu exactement les mêmes controverses ? DeviantArt. J'en vois déjà pas mal paniquer sur leur chaise. Oui, on va en parler. DeviantArt, c'est un site assez similaire qui a ouvert le 7 août de l'année 2000 et qui était une plateforme de partage très axée sur l'artistique et le dessin en général. On en a pas mal entendu parler en France, en tout cas beaucoup plus que Newgrounds, et c'est pour ça que ça parlera à beaucoup plus de monde. Ici, pas de forum, juste un espèce de réseau social géant qui réunit tous les types d'artistes possibles et imaginables. Beaucoup de gens y vont pour trouver de l'inspiration ou pour rigoler un peu. La seule vraie sécurité qu'il y aura, c'est ça, cet écran de confirmation d'âge. Waouh! On va pas faire semblant, c'est aussi fiable que ces écrans sur les sites pour adultes, tu mets la date de naissance que tu veux et t'as accès à tout le site. Ensuite, tu choisis un peu tes centres d'intérêt. Attends. Quoi? Y a rien de mal à tout ça, je suis pas en train de dire que c'est illégal ou quoi, juste n'importe qui peut avoir accès à ça, et on va pas passer par 4 chemins pour faire le discours classique du DeviantArt est un site sympa, mais qui cache de multiples facettes. Et vous expliquer comment le site fonctionne, on va directement sélectionner tous les trucs un peu adultes pour vous donner une idée de ce sur quoi un enfant curieux pourrait tomber. Alors on va cliquer sur tous les trucs sur lesquels un mec très horny pourrait cliquer, et voilà ce qui est devenu DeviantArt aujourd'hui. Je sais pas si mettre un flou énorme sur l'image va suffire à bien censurer ce que j'ai sous les yeux, mais vous avez compris où je veux en venir. Surtout qu'aujourd'hui, avec la surabondance de contenu généré par IA, c'est vraiment facile de créer tout et n'importe quoi. Et j'insiste sur le créer entre grosses guillemets, parce que si je dois le rappeler, ça ou encore ça, c'est pas de la création. Si vous savez pas dessiner, prenez un crayon et faites des gribouillis. Ce sera toujours mieux que de participer au désastre éthique et écologique qu'est l'IA générative. Bref, ça me tenait à cœur d'en parler, maintenant on va revenir au sujet. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que même si je dis voilà ce qu'est devenu DeviantArt aujourd'hui, ce type de contenu a toujours été présent sur la plateforme. C'était pas généré par IA, certes, mais c'était un peu le même type d'image. Concrètement, DeviantArt, c'était un peu le site classique sur lequel tout le monde voulait poster des dessins de ses fétiches, du plus soft au plus exotique. Il y en avait pour tout le monde. Et pas besoin de vous préciser que beaucoup des gens de cette plateforme étaient des enfants qui n'étaient pas venus pour voir ça à la base. Il suffisait qu'un enfant qui était fan de Sonic recherche des fanarts dessus et il se retrouvait vite avec tout ça. Ça avait littéralement traumatisé des dizaines de milliers d'enfants, dont moi. Comme quoi, même en France, on est quand même touché par ces choses-là. Mais à part ça, DeviantArt reste un chouette site, je dis pas le contraire, juste la modération. Faites un effort sur la sécurité, par pitié. Et donc on va se poser une seule question. Le problème, c'est les enfants sur internet ou alors la facilité d'accès de contenu gore ou pornographique? Bah en fait, c'est les deux. Internet devient de plus en plus facile d'accès et les enfants reçoivent leur premier téléphone de plus en plus tôt. Aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est de 9 ans. C'est très inquiétant. Alors je comprends que beaucoup de parents pensent à la sécurité de leurs enfants et veulent avoir leur contact en cas de besoin, mais n'oublions pas que le danger ne vient pas seulement de ce qui est autour d'eux, mais aussi de ce qu'il y a dans leurs mains. Si vous voulez aussi être au courant de ce qu'ils font sur internet, mettez un contrôle parental sur leurs appareils, coupez l'accès aux sites pour adultes et aux plateformes pas assez modérées, prévenez-leur des dangers qui peuvent les atteindre. Par contre, je vous vois les parents un peu trop protecteurs, ne vérifiez pas leurs historiques tous les jours. Vous rentrerez dans leur intimité et ça peut vite les angoisser. Soyez seulement préventifs et attentifs. En résumé, protégez vos gosses tout en respectant leur intimité. Vous avez des tutoriels sur internet pour restreindre l'accès
accès au site que vous voulez, servez-vous-en. Et pour la question des coins d'internet trop peu modérés, on n'a aucun contrôle dessus, si ce n'est parfois des boutons pour signaler un contenu. Chaque site a ses propres règles et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ne cliquez pas trop vite sur les icônes qui vous activent l'accès au contenu adulte, faites attention sur les plateformes que vous visitez, etc. On va revenir aux vidéos pour enfants parce que oui, on s'est bien écarté du sujet, et on va monter crescendo avec quelques histoires qui ont fait le tour d'internet. Voici Daddy05, la chaîne YouTube de la famille Martin. Belle coïncidence quand même. Elle a été créée le 13 août 2015 dans le but de publier des vidéos de pranks en famille, tout ce qui avait de plus normal vu que les pranks étaient à la mode à cette époque. C'était d'ailleurs la raison qui a fait qu'elle a engrangé jusqu'à près de 750 000 abonnés et plus de 170 millions de vues. On voyait les deux parents, Michael et Heather, et leurs 5 enfants, Jake, Ryan, Emma, mais aussi Cody et Alex qui étaient nés d'une autre mère biologique. C'était des pranks assez basiques au début, les gens qui les suivaient sur internet étaient majoritairement des enfants, enfin bref, tout se passait plutôt bien. À un seul détail près, c'est que les pranks en question étaient de plus en plus durs à regarder, et ça montait crescendo. Pas dur dans le sens où les vidéos étaient plus compliquées à trouver ou quoi, hein, mais parce que les parents avaient de moins en moins de pitié envers leurs enfants, et qui se mettaient dans des états horribles pour faire le plus de vues possible. Je vais passer des extraits qui seront durs à regarder, alors si vous êtes sensible avec ce genre de choses, voici un timecode. Dans l'une des vidéos de la chaîne, Cody s'était fait pousser par son père contre un meuble et a fini par saigner du nez. La défense du père, c'était que c'était pas du vrai sang, mais de l'encre rouge. Il y avait aussi une autre vidéo où Michael demandait à Alex, l'aîné, de mettre une claque à Emma parce qu'elle avait pas réussi à faire un bottle flip. Et puis il y avait cette fois où Heather, la mère, étale de l'encre sur un tapis, visiblement hilar, avant de faire croire à tout le monde que Cody en était le responsable. C'est sûrement l'une des vidéos les plus douloureuses à regarder de toute la chaîne. What the hell is that? I didn't do that! You tell me what you did! I swear to God, I didn't do that! Jody! All over your carpet! I didn't do that! Oh my god! I didn't do that! You did it too! You both did it! It's just a prank, bruh. Do the outro. Thank you guys for watching this video. If you like this video and want to see more videos like this one, leave a comment down in the section below. Et je vous compte pas le nombre de fois où les enfants se frappaient, pleuraient ou hurlaient. C'est là qu'on remarque le climat toxique dans lequel les enfants vivaient. C'était ce type d'ambiance dans la majorité des vidéos, banalisant la violence domestique et glorifiant les pleins pouvoirs des parents sur des enfants qui ne peuvent rien dire ou faire pour s'en débarrasser. Et le souci majeur, c'est que les enfants n'étaient même pas tant en détresse que ça. Le fait qu'ils aient passé des années à vivre dans cette ambiance, ça les a habitués à la violence et aux cris. Par exemple, dans une vidéo où Mike parle du bad buzz qu'il reçoit à cause des vidéos problématiques qu'il a faites, les enfants ont presque l'air étonnés de la polémique qui gravitait autour de la chaîne. You are the ones that give our children drama. You are the one that cause us problems. You are the one that try to embarrass us and embarrass them. You are the one that's ruined our life. At least you're not beating us like most parents. C'est le 17 avril 2017 que Philippe DeFranco, un homme qui tient une émission de news quotidienne aux États-Unis, s'empare de cette affaire, avec une vidéo qui cumule aujourd'hui plus de 6 millions de vues. Il expliquait toute la polémique qui entourait Daddy05, en expliquant pourquoi les défenses de Michael étaient claquées au sol, mais surtout il mettait en lumière les problèmes de cette chaîne. Philippe DeFranco a ensuite fait une série de vidéos, et ça a poussé sa communauté à la signaler. C'est grâce à lui, qui était un peu vu comme le lanceur d'alerte, que Cody et Alex ont été enlevés de la famille pour être placés auprès de leur mère biologique, qui n'avait pas pu les voir pendant plus de 2 ans. Et quand la justice décide de mettre en place quelque chose d'aussi sérieux, t'as pas d'excuses. Et c'est pour ça que Michael et Heather publieront une vidéo d'excuses disant qu'ils sont en fait une famille aimante et soudée. Ils continueront à produire du contenu, la seule chose différente étant le fait que Cody et Alex n'étaient plus là. L'histoire continue donc, problème avec la justice, nouvelle chaîne, puis vidéos toutes supprimées, c'était un petit peu le bordel. Aujourd'hui, les enfants ont grandi, même si quelques-uns restent encore proches de Michael, mais tout va mieux. On a pu revoir Cody il y a 8 mois dans une vidéo de Jake, l'un des enfants de la famille, et il a l'air d'aller mieux. Vous savez quoi? C'est pas la seule chaîne qui a été la source de ce genre de polémique, parce que voici celle de Toyfreaks, qui elle aussi a cumulé plus de 8 millions d'abonnés et des centaines de millions de vues aux alentours de 2017. C'était la chaîne d'un père et ses 2 filles qui faisaient pas mal d'activités ensemble, à la manière des milliers d'autres chaînes de famille un peu random qui voulaient brasser de l'argent et surfer sur des modes du moment. Et évidemment, si je vous en parle, vous vous doutez bien que c'est parce que ça va vite dérailler. Des vidéos où le père balance une grenouille dans le bain de ses filles, dont la plus jeune finit par pleurer et supplier son père de l'enlever, une autre où il lui rase la tête, et surtout la fois où la plus jeune avait perdu une dent de lait et saignait de la bouche. Son père faisait littéralement des gros plans dessus sans même vouloir l'aider alors qu'elle était en train de pleurer. Ça a été la fois de trop. Et un autre problème était là aussi, le nombre de pédophiles dans les commentaires. Avec des filles en bas âge sur l'intégralité de la chaîne, le fait qu'on les aperçoive en maillot de bain, vomir et avoir certains comportements attirait beaucoup de prédateurs qui postaient des commentaires problématiques sans la moindre pression. Et j'en parlerai après, mais ce type de commentaires, c'était commun sur ce genre de chaîne. Le 6 novembre 2017, un journaliste du nom de James Bridle a écrit un énorme article sur les vidéos pour enfants à travers internet et a mis un gros coup de projecteur sur cette chaîne, ce qui a poussé pas mal d'autres journalistes
journalistes et de chaînes d'infos à en parler. Entre maltraitance d'enfants et pédophilie, la chaîne finit par tomber. C'est sous le choc que Gregory Chisholm, le père, annoncera qu'il n'était pas au courant que son contenu pouvait poser problème, puis qu'en plus de ça, il était aussi plutôt viral sur YouTube Kids et aucun enfant ne s'en plaignait. Mais c'était trop tard, la chaîne était déjà supprimée et l'histoire était terminée. Daddy05 et Toyfreaks faisaient toutes les deux parties des chaînes pour enfants les plus regardées de la plateforme. Et même si les enfants n'y voyaient aucun problème, les parents, eux, étaient révoltés. Ce type de contenu, c'est littéralement de la banalisation de la violence domestique et une normalisation des familles dysfonctionnelles et des climats toxiques au sein d'un foyer. Et même si ces chaînes-là ont été supprimées et que ces histoires n'ont plus refait surface depuis des années, ça n'empêche pas que ce sont des choses sur lesquelles on peut toujours tomber aujourd'hui, surtout si on a un enfant qui se perd vite sur YouTube. Mais honnêtement, il pourrait tomber sur bien pire, parce qu'à cette époque-là, donc entre 2014 et 2018, on pouvait voir un nombre incalculable de vidéos tout aussi problématiques sur le site, voire même plus. Notamment sur des chaînes d'animation qui prennent un personnage connu au pif pour lui faire subir tout et n'importe quoi. C'était majoritairement le cas avec la Reine des Neiges et Peppa Pig, dans des délires avec l'urine, les excréments, le sang, le vomi, les femmes enceintes, la violence et surtout les aiguilles. C'est un schéma qu'on retrouvait de plus en plus parce que les miniatures attiraient beaucoup l'attention des plus jeunes et donc ça faisait des centaines de milliers voire millions de vues. Et je sais pas si vous voyez un certain point commun entre tous ces thèmes, mais je vais vous le dire quand même, c'est clairement des représentations enfantines de fétiches sexuels. Beaucoup vont me dire que je suis dans l'abus, mais non, une bonne partie des créateurs de ces vidéos étaient des prédateurs. Même la plupart des commentaires postés dessus étaient écrits par d'autres prédateurs qui pouvaient interagir sans aucun problème avec les plus jeunes. C'est sans parler de l'espèce de mode avec les aiguilles et les seringues qui était souvent là pour normaliser la drogue et l'empoisonnement. C'est dans cette partie d'internet qu'on pouvait apercevoir le plus de pédophiles et ça pouvait prendre des années avant que la modération trouve une solution. En attendant, ces vidéos se multipliaient tous les jours et les plus jeunes d'entre vous en ont peut-être regardé dans le passé sans même vous être posé de questions. Ces problèmes-là, donc tous ces pédophiles, le contenu suggestif, les vidéos peu modérées, les communautés trop jeunes pour être sur YouTube et les chaînes de famille qui banalisent la violence domestique ont brique par brique formé ce qu'on appelle aujourd'hui la controverse Elsagate. Elsagate, c'est un mélange de Elsa, donc la Reine des Neiges, et du suffixe gate qu'on utilise aux États-Unis pour parler d'une controverse comme le Watergate, le Belinda Gate ou le Celebgate. C'était cet énorme bazar qui transformait petit à petit YouTube en masse informe de vidéos pour enfants pendant que la modération ne faisait pas grand chose pour tout arrêter. En fait, voyez ça comme une espèce de virus qui s'étendait petit à petit, infestant le site dans ses moindres recoins parce que de plus en plus d'enfants cliquaient sur tout et n'importe quoi et passaient des heures devant les écrans, ce qui incitait l'algorithme de la plateforme à mettre de plus en plus de ces vidéos en avant. Et Elsagate a fini par conduire à ce qu'on appelle l'adpocalypse, un mélange du mot ad, pub, et de apocalypse. Si j'ai bien compris, parce que c'est un sujet assez compliqué à décortiquer, elles ont eu lieu plusieurs fois au cours des années passées, mais tout le temps pour des raisons différentes. Concrètement, chacune de ces apocalypses font suite à de grosses controverses sur le site qui dissuadent les annonceurs, donc les pubs, de s'affilier avec les youtubeurs. Pour aller plus loin, on va parler de la première apocalypse du site qui est arrivée courant février 2017, quand PewDiePie, qui était le créateur le plus populaire de YouTube, et donc que vous connaissez peut-être déjà, a sorti une vidéo où il testait les limites des services des sites comme Fiverr, qui permettaient d'embaucher des acteurs pour une courte vidéo. Et c'est dans cet extrait qu'il a commis l'une des erreurs les plus grosses de sa chaîne. Subscribe to Keemstar. Résultat, il a perdu son contrat avec une filiale de Disney qui était chargée d'afficher des publicités sur sa chaîne, mais par contre, il a gagné un truc, rien du tout, il s'est juste fait insulter de tous les côtés, tout ça parce qu'il voulait faire une très mauvaise blague visée à Keemstar, qui était l'un des créateurs les plus détestés de tout YouTube aux États-Unis. Et cette histoire-là, ça a donc déclenché une sacrée polémique qui a donné une très mauvaise image des YouTubeurs, ce qui a fait que la majorité des marques qui sponsorisaient certaines chaînes ont décidé de se retirer pour éviter d'être affiliés à ce type de controverse. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il s'est passé exactement la même chose quelques temps plus tard avec les vidéos pour enfants dont je discutais tout à l'heure. YouTube voyait très clairement le nombre de problèmes et de polémiques que ça engendrait, donc ils ont revu toute leur politique de rémunération des créateurs. Et ça a énormément impacté financièrement toutes les personnes qui produisaient du contenu et qui n'avaient rien à voir avec l'affaire Elsagate. Et c'est un mal pour un bien, parce que même si beaucoup de gens ont été obligés de migrer sur Twitch et de vendre de la merch pour avoir des revenus, les vidéos problématiques pour enfants étaient de moins en moins mises en avant, vu que ce business s'effondrait peu à peu. Et pour enfin stopper ces problèmes à la racine, YouTube décidera à partir du 1er janvier 2020 d'adopter la Children's Online Privacy Protection Act, ou la COPPA, une loi qui obligera toutes les chaînes du site à indiquer si leurs vidéos ciblent une audience très jeune, afin de désactiver automatiquement tous leurs commentaires, toute mention de nombre d'abonnés, et surtout l'arrêt de publicité personnalisée sur lesquelles les enfants pouvaient tomber et qui n'étaient clairement pas adaptés à eux. Inéluctablement, waouh, j'ai utilisé le mot inéluctablement, les chaînes qui produisaient ce type de contenu vont toucher moins d'argent, mais c'est l'une des meilleures solutions que YouTube a su adopter pour protéger les enfants qui traînaient sur la plateforme. Bon, la loi COPPA existait depuis 1998 et elle a pris plus de 20 ans à être adoptée sur YouTube, mais ce qui est fait, et Elsagate est de l'histoire ancienne. Mais il y a encore un dernier problème, c'est que j'ai menti. On peut arrêter de faire cette vanne à chaque vidéo. La controverse Elsagate existe toujours aujourd'hui, en 2026, et elle se porte mieux que jamais en fait. Même si depuis quelques années, le contenu suggestif ou adulte est beaucoup mieux modéré, c'est très simple de se retrouver devant des vidéos clairement destinées aux adultes. On peut apercevoir énormément de miniatures même encore aujourd'hui, que j'ai pas besoin de décrire, vous avez compris le problème, mais aussi pas mal de contenu explicite dans les YouTube Shorts, où les jeunes vont de plus en plus. Que ce soit avec des personnages de Fortnite, Minecraft, même Poppy Playtime, vraiment je sais pas où on va. On remarque facilement la tranche d'âge des gens dans les commentaires, et ça a pas l'air d'inquiéter grand monde. Je vais
évité de m'y attarder trop longtemps parce qu'on répète toujours et encore les mêmes problèmes, mais ces contenus sont monétisables parce qu'ils s'identifient pas comme visant des audiences jeunes et ils ne présentent pas vraiment de personnages jugés enfantins. Et ça, c'est sans parler de certaines publicités qu'on pouvait voir sur YouTube qui étaient littéralement traumatisantes. Je me souviens que le Radi Radia en avait parlé dans une vidéo il y a quelques années, pointant le doigt sur des pubs qui montraient des images pornographiques, zoophiles et pédopornographiques. Je vais afficher quelques extraits parce qu'il l'expliquera mieux que moi et le lien de la vidéo sera en description pour celles et ceux qui voudront la regarder en entier. Bref, vous avez compris, il y a des gros problèmes de publicité sur YouTube. Et des pubs comme ça, je pourrais vous en montrer des tonnes. C'est quand même marrant quand on y pense, hein, que les créateurs de contenu peuvent se faire censurer à cause d'un morceau de poitrine ou d'un peu de sang, et que de l'autre côté, YouTube autorise des publicités ou pédophiles et que certaines vidéos de arrivent à être monétisées. Les chaînes pour enfants sont censées être contrôlées. Il faut certaines conditions pour que la rubrique commentaires puisse être accessible. Et en voyant certains commentaires, je me dis que le travail de modération est à revoir. Ces commentaires destinés à une petite fille de 15 ans sont déplacés. Bon, celui-là on est d'accord, il est un peu plus que déplacé. Comme vous l'avez entendu, les plus gros problèmes de la plateforme ont toujours existé, et oui, YouTube fait de son mieux pour les stopper, mais c'est pas suffisant et ça ne le sera probablement jamais. C'est pour ça que j'insiste sur la protection des enfants par rapport aux écrans. On sait jamais vraiment ce qu'ils regardent, alors restez auprès d'eux et gardez en tête que YouTube n'est et ne sera jamais tout blanc. Et c'est sans parler de la surabondance de personnes mineures et de jeunes enfants sur TikTok, Snapchat ou même des sites sur Coco.fr avant que le site ferme, Abo ou même IMVU. Les gens qui savent de quoi je parle comprendront, mais je me réserve ça sur une vidéo qui sortira sur la chaîne beaucoup plus tard, maintenant que je commence à avoir un rythme à peu près régulier sur YouTube. Histoire de terminer sur une semi-bonne note, en France aussi on va avoir notre COPA à nous sur les réseaux sociaux. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, le 1er septembre 2026, donc cette année, on aura une loi forçant la vérification d'âge obligatoire pour l'accès au réseau aux mineurs de moins de 15 ans. C'est un pas en plus pour la protection des plus jeunes, et c'est rassurant de savoir que ces choses avancent peut-être dans l'esprit des bras cassés qui siègent au gouvernement du pays. Mais par contre, je parlerai pas de l'argument de certains parents qui disent que s'ils donnent pas l'accès au réseau à leurs enfants, ils seront en retard sur les trends et auront du mal à s'intégrer à l'école. Vous êtes assez intelligent pour savoir que c'est pas un argument qui se tient, et que si un groupe d'amis d'enfants est seulement basé sur des trends pas adaptés à leur âge, le mieux c'est justement d'écarter votre enfant de ça, et de faire en sorte que le maximum de parents soient éduqués sur ce sujet. Voilà, on est allé crescendo dans cette vidéo et j'espère que vous avez compris l'importance du cours de SES que je vous ai donné au début. Quand on sait maintenant tout ce sur quoi un enfant peut tomber sur internet, il faut agir pour éviter que ça rentre dans son esprit et qu'il en finisse traumatisé ou sinon qu'il adopte de mauvais comportements. La plupart des sujets dont on a parlé, je les ai vus quand j'étais enfant. Bon, j'étais assez mature pour comprendre que c'était dangereux et stupide, mais quand même, j'ai grandi dans cette époque d'internet où on pouvait voir des prédateurs partout et où t'avais toujours un petit pourcentage de chance de te retrouver sans le vouloir devant des images extrêmes. C'est après tout ça qu'on en vient enfin à un sujet très important qui me touche et que j'ai envie de traiter depuis la création de cette chaîne. Le vécu de personnes comme moi qui ont grandi trop près des côtés les plus sombres d'internet. Ça arrivera peu de fois sur cette chaîne, mais oui, je vais parler de mon passé et de la raison pour laquelle cette vidéo existe. Ça va être une partie très nostalgique pour la plupart des gens de mon âge. Je crois que l'une des premières fois que j'ai fait une recherche internet par moi-même, j'avais 7 ou 8 ans, et c'était sur ma 3DS XL que j'ai toujours aujourd'hui. Je m'en souviens, j'avais galéré avec mes parents pour connecter la console au Wi-Fi de la maison. Une fois que c'était bon, j'ai allumé le navigateur et j'ai écrit « Quand il pète, il trouve son slip, Sébastien Patoche ». C'est pas une blague. Et quand j'ai montré ça à mon père avec un gros sourire, il m'a retiré internet. C'est un détail comme un autre, mais je crois qu'il a vite compris une chose, c'est qu'avec n'importe quel appareil, n'importe quel navigateur, on peut rechercher tout et n'importe quoi. J'ai donc passé quelques temps dans le silence d'internet à jouer sur ma 3DS aux jeux Pokémon qui sortaient chaque année, et sur ma Xbox 360 à Metal Gear Rising et Prototype 2. Enfin bref, même si je passais ma vie sur des jeux pas vraiment adaptés à mon âge, c'est une enfance qui me manque un petit peu, loin des dangers du monde et de la pression de la vie active, hein, on va pas se mentir, c'est pas tous les jours la fête quand on est adulte. Et à l'anniversaire de mes 9 ans, j'ai eu ma première tablette. Aujourd'hui c'est vraiment le genre de modèle qui se vend 20 € d'occasion, mais à l'époque c'était vraiment pas mal. Je faisais tout et n'importe quoi dessus, mais surtout j'avais enfin accès à internet. C'était un peu un nouveau monde qui s'offrait à moi, je découvrais un peu YouTube par moi-même, et je m'étais fait un compte dès le premier jour où j'avais reçu cette tablette. C'est pour ça que vous pouvez voir que ma chaîne a été créée le 24 août 2015, c'était mon anniversaire ce jour-là. Je découvrais Cyprien, CB Games, c'est super connard. Et je regardais énormément de vidéos sur Minecraft. Je passais des heures à regarder des tutos pour faire des totems pour invoquer Herobrine ou pour faire le portail de Laser avant de réaliser que c'était impossible parce que ça existait pas dans le jeu. Je faisais des vidéos sur ma tablette, c'était vraiment filmé à l'arrache, c'était même extrêmement gênant. J'ai aucune archive de ça, c'est littéralement un lost media, mais je me souviens de certains commentaires qui m'étaient adressés, qui m'insultaient ma grande race. C'était pas vraiment une très bonne expérience. Bref, les années ont passé et je me suis retrouvé au collège. C'est là que j'ai découvert la majorité des youtubeurs que je connais aujourd'hui. Mon youtubeur préféré c'était Michou, quand il avait même pas 10 000 abonnés, et aussi j'étais fan des Voxmakers et de Trash avant que les deux groupes se séparent. Mais surtout, j'ai découvert Five Nights at Freddy's, une franchise de jeux d'horreur qui était encore toute récente. Le 4 venait à peine de sortir, et même si je me pissais dessus en regardant des vidéos sur le sujet, j'avais une hyper fixation dessus. J'en parlais énormément à mon frère et à mes amis, j'avais cette
cette image en fond d'écran, et entendre l'intro de la chanson de The Living Tombstone me donnait des frissons de peur. C'est notamment grâce à ce jeu que j'ai découvert Squeezie, Funky Fouine, Ali 952 pour vraiment les gros élitistes de FNAF, et que j'ai développé une curiosité envers les creepypastas, des légendes urbaines d'internet qui faisaient flipper tous les sensibles comme moi. Donc j'ai commencé à regarder des chaînes comme Didi Chandoudoui ou les vidéos de Farod qui parlaient de ce genre de légende. On n'aurait pas dit comme ça, mais c'était le début des problèmes. Très vite, j'étais littéralement fasciné par l'horreur, et ensuite par le gore. Je me souviens d'une période où j'avais une fixation sur la torture et la mort alors que je rentrais à peine en 5ème, et je voulais tout le temps voir si quelque chose de pire existait. C'était avec des recherches assez poussées que je me suis retrouvé devant des coins sombres de YouTube et d'internet. Je suis devenu proche de DeviantArt et des wikis sur des jeux d'horreur. J'ai découvert des jeux ignobles comme Hatred ou Rayplay, dont j'ai vraiment pas envie de parler parce que l'un d'entre eux me donne encore envie de vomir aujourd'hui, et des chaînes comme Dolly Flesh, dont j'ai pu parler dans la plus grosse vidéo de ma chaîne, Lee Hardcastle, Mr Davy, Pourquoi avoir peur, etc. Je sais pas si je prenais vraiment du plaisir à m'infliger tout ça, mais je voulais pas m'arrêter de le faire. J'ai vu des images que j'oublierai jamais de ma vie, mais c'était pas une mauvaise époque pour autant. Je me couchais à pas d'heure même si je devais aller à l'école le lendemain. Je parcourais le moindre coin d'internet à la recherche d'une nouvelle creepypasta ou d'une histoire encore plus morbide que celle que je connaissais déjà. Je m'étais engouffré seul dans une espèce de spirale infernale qui allait absolument pas aider à ma santé mentale, qui chutait de plus en plus. J'en parlais pas à mes parents, ils étaient au courant de rien, pendant que je me renfermais de plus en plus dans la solitude et dans une curiosité morbide toujours grandissante, mais jamais rassasiée. J'ai fini par être intéressé par le darknet, par des témoignages de gens qui ont vu des vidéos de personnes qui ont commis les actes les plus horribles et inhumains que vous pouvez imaginer, et avec un enfant en bas âge dans la famille, j'ai décidé de prendre du recul sur la situation et d'en parler à mes parents et aux spécialistes de la santé mentale que je voyais régulièrement pour trouver des solutions et faire en sorte que le moins d'enfants possible ne tombent sur les choses que j'ai vues. Je vous ai épargné pas mal de détails, notamment les images les plus choquantes que j'ai pu regarder, mais le constat reste le même. Internet peut être parfait, mais aussi extrêmement malsain. C'est notamment pour ça que cette chaîne existe, pour inspirer les gens à créer, mais aussi pour prévenir des dangers qui se cachent derrière le moindre pixel. C'est grâce à cette relation que j'ai avec le web et ma désensibilisation à l'horreur que j'ai décidé de lancer cette série de vidéos et que j'ai connu Feldup comme la plupart d'entre vous, à une époque où c'était encore un créateur très niche dont personne n'entendait parler. Mais aujourd'hui, c'est malheureusement beaucoup plus difficile de protéger les gens à travers les écrans, avec la multiplication des icebergs et des formats de mèmes qui mettent l'accent sur des créations et des histoires de plus en plus sordides. Donc non, j'ai peut-être pas grandi dans le côté sexuel et pornographique d'internet, mais plus dans le côté gore et extrême. Et ça m'attriste de voir que je suis très, mais alors très loin d'être la seule personne dans ce cas. Le 21 janvier, j'ai posté une story sur Instagram pour vous demander ce qui vous avait aussi marqué quand vous étiez plus jeune, donc les choses que vous aviez vues et que vous n'étiez pas censé voir. Et j'ai eu quelques réponses et on va en discuter vite fait avant de terminer cette vidéo. On m'a par exemple parlé plusieurs fois des vidéos en rapport avec ce qu'on a dit sur Alzagate, tous les contenus avec des sous-entendus sexuels et profondément choquants qui normalisent les comportements problématiques. Il y a aussi eu parmi vous des personnes qui sont tombées sur Two Girls One Cup. Si vous connaissez pas, je vous conseille de ne pas aller chercher ce que c'est. On m'a aussi parlé de vidéos de grooming et de prédateurs sur les jeux en ligne. Un peu plus soft peut-être, mais les sites qui renvoyaient vers des screamers, je l'ai moi-même vécu et ça m'avait énormément marqué. On m'a aussi énoncé le sujet des vidéos de violence envers les animaux. J'en ai pas parlé, mais c'était effectivement très courant à une époque d'internet. Puis il y avait aussi certaines communautés, celle de Minecraft, ou même Sonic dont on a parlé quand on était sur le sujet de DeviantArt, sans parler des hentai, des trends comme Momo, et même des sites extrêmes sur lesquels je vais pas m'étendre pour éviter que ma vidéo se fasse supprimer de la chaîne. Une très grande partie d'entre vous ont vu des images terrorisantes qui n'avaient rien à faire sur les parties facilement accessibles d'internet. Et même si la majorité des gens qui me regardent sont de ma génération, donc entre 16 et 25 ans, j'imagine que la génération d'avant avait aussi ses traumatismes d'enfance liés au début d'internet et aux images qu'on pouvait voir à la télévision ou ailleurs. Alors s'il vous plaît, protégez la génération d'après, celle qu'on appelle génération alpha, qui se noie sous des vidéos Roblox, Brainrot et Poppy Playtime, qui font des refs à des chaînes YouTube et Twitch qui ne devraient pas être vues par des gosses, ou qui adoptent des comportements problématiques entraînant sur Instagram ou Snapchat. Protégez-les. Je crois que le message est passé, et honnêtement j'ai pas vraiment d'idée pour conclure cette vidéo, alors n'hésitez vraiment pas à faire part de vos témoignages dans les commentaires pour prévenir un maximum de personnes, que vous soyez enfant, parent ou même de mon âge, n'importe quel témoignage est important pour faire avancer les choses, en espérant que ma vidéo ait contribué à ça. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo en masse pour prévenir vos proches et à m'aider dans cette aventure sur YouTube, ou à me dire quel sujet est-ce que vous voudriez que je traite dans le futur. Je vous invite aussi à venir sur mon serveur Discord et sur Twitch passer un bon moment, à me rejoindre sur Instagram pour avoir des nouvelles de ma chaîne et participer à certains sondages, puis à ma chaîne secondaire où je poste très peu, mais où je me tape pas mal de barres. Et surtout, n'oubliez pas d'écouter ma musique sur Spotify si le cœur vous en dit. J'ai récemment sorti le 6ème volume de musique ambiante, les musiques que j'utilise dans mes vidéos, et vous pouvez aussi les réutiliser dans vos vidéos à vous, à condition de me notifier sur Insta et de me créditer en description. Oui, j'ai trop de réseaux et trop de choses à dire, je sais. Hop là. J'espère que l'année 2026 va être une super année pour la chaîne. Je vais faire de mon mieux pour essayer de sortir une vidéo au moins tous les mois ou tous les 2 mois, parce qu'avant c'était une vidéo tous les 3 ans. Façon de parler, on va pas abuser quand même. Et ça m'a fait très plaisir de pouvoir enfin traiter de ce sujet parce que j'avais commencé le script après que cette vidéo là soit sortie. Du coup ça fait un petit peu longtemps, il m'a fallu un peu de motivation pour m'y remettre, mais j'ai enfin réussi et honnêtement je suis pas peu fier du résultat de la vidéo. Je tourne ça après avoir fini tout le montage. C'était conséquent.
j'ai mal. Et bref, tout ça pour dire merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça m'a fait très plaisir. En tout cas, vraiment, en général, en fait, d'exister, ça me fait vraiment très plaisir. Et merci encore de me suivre sur cette aventure sur YouTube. C'est un honneur de savoir que vous êtes à mes côtés. Et je m'arrêterai pas de vous proposer du contenu de qualité. Je donne tout ce que j'ai, tout ce que je peux donner, en fait. Et voilà, je vous donne rendez-vous pour peut-être, le mois prochain pour la prochaine vidéo. J'ai déjà le sujet qui est sur la table. J'ai plein de sujets, tous les prochains sujets de vidéo sont là-dedans. Je secoue comme ça que vous arrivez pas à lire. Essayez de mettre pause pour lire. Non, pas possible. Du coup, je vous salue une dernière fois et puis je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.